À la une de Savane Soir, procès Thomas Sankara, 2 accusés étaient à la barre aujourd'hui. Idrissa Sawadogo et Nabonswende Ouedraogo ont tous plaidé non coupables. Les points de l'audience dès l'ouverture de cette édition. Les blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 menacent de se fâcher si rien n'est fait pour soulager leur peine. À quelques jours du 7e anniversaire de cette insurrection, ils sont montés au créneau ce matin. La coalition des peuples africains, section du Burkina Faso, COPA-BF, entend marcher samedi prochain à Bobo-Dioulasso pour dénoncer la situation sécuritaire et la présence des forces étrangères dans le Sahel. L'ONG Urgence panafricaniste vient en renfort. Son président Kémi Séba a atterri aujourd'hui même à Ouagadougou avec ses camarades de la COPA-BF. Ils ont donné une conférence de presse à la Bourse du Travail. Kémi Séba que vous entendrez dans cette édition. Également dans cette édition, nous irons au bord de la lagune Ébrié à Abidjan en Côte d'Ivoire. 32 chefs d'entreprise ont bénéficié de 8 mois de formation pour mieux gérer leurs affaires. C'est grâce à MDE Business School. Notre correspondant Boukari Zongo nous fera le point dans ce Savane Soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons s'est poursuivi ce 28 octobre au tribunal militaire. Les accusés à la barre ont tous nié les faits qui leur sont reprochés. Les points de l'audience d'aujourd'hui avec Stéphane Sanou et Mireille Ouedraogo. 2 accusés étaient à la barre au procès Thomas Sankara ce 28 octobre. Il s'agit de Idrissa Sawadogo et Nabonswende Ouedraogo. Caporal au moment des faits, Idrissa Sawadogo a nié les charges de complicité d'assassinat et d'attentat à la sûreté de l'État qui pèsent contre lui. Il raconte que le 15 octobre 1987, il se trouvait à son poste de garde au Conseil de l'Entente. C'est de là qu'il a reçu l'ordre de l'adjudant Yacinthe Kafando vers 15h30 d'aller renforcer les éléments de garde au domicile de Blaise Compaoré. Idrissa Sawadogo affirme y avoir pris la garde jusqu'à 17h où il a entendu des coups de feu qui provenaient du Conseil de l'Entente. Après cela, il décide de se rendre au chevet de sa mère souffrante au quartier Tanguin avant de revenir prendre la garde au domicile de Blaise Compaoré. De là, il dit avoir rejoint le Conseil de l'Entente. Après s'être présenté à Yacinthe Kafando, ce dernier lui a demandé de repartir à son poste. Idrissa Sawadogo, deuxième accusé à la barre, dit ne pas avoir été complice de la tuerie du 15 octobre 1987. L'autre accusé à la barre ce 28 octobre, c'est Nabonswende Ouedraogo. Soldat de première classe au moment des faits, il a raconté au tribunal qu'il était de garde au pied à terre de Blaise Compaoré au sein du Conseil de l'Entente. Personnellement, les événements m'ont surpris. Je n'étais au courant de rien, a-t-il répondu au président du tribunal avant d'indiquer qu'entre 15h et 16h, il était en tenue de sport en compagnie de 2 autres soldats, Porgosita et Yugbare, prêts à aller au sport de masse qui avait lieu tous les jeudis soirs. Il dit avoir vu Yacinthe Kafando et des hommes embarqués dans un véhicule. Et c'est quelques instants après qu'il a entendu des coups de feu. Et comme il y avait des tirs, il raconte s'être mis à l'abri et ne saurait être complice de la tuerie du 15 octobre 1987. Rappelons que le premier accusé appelé à la barre, Yamba Élisée Ilboudo, a pourtant déclaré que Nabonswende Ouedraogo faisait partie des 3 militaires qui ont embarqué à l'arrière de son véhicule pour aller au Conseil de l'Entente sur instruction de l'adjudant Yacinthe Kafando. Voilà, rappelons que l'audience reprend le mardi 2 novembre prochain à 9h. Et El Hadj Mahamadi Kwanda, un ancien CDR sous la Révolution, espère que la vérité sortira de ce procès afin que l'on sache que Blaise Compaoré n'est pas le seul mis en cause. Il espère aussi qu'une réconciliation sera possible après ce procès. Abdoulaye Kinda est allé à sa rencontre. C'est l'une des rares fois que El Hadj Mahamadi Kwanda, acteur de la Révolution, se prononce sur la mort de Thomas Sankara. Il était sous la Révolution un confident de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré. Personne ne connaît Thomas et Blaise plus que moi. Personne. Même Madame Sankara est vivante.
À tout l'esprit que je la dois, elle sait que j'ai laissé le confident de Sankara et de Blaise. Aucun moment, j'ai osé dire ce que Blaise me dit à Sankara ou ce que Sankara me dit à Blaise. Je peux mourir avec mon secret. Non, si on reconnaît Sankara le leader, il faut reconnaître aussi que tactiquement, s'il y a un homme tactique qui peut organiser un coup d'État en 2 minutes, c'est Blaise Compaoré. En 2 minutes. Pour Elhaz Mahamadi Kwanda, ce sont les civils qui ont poussé les militaires à s'entretuer. Il y avait 4 partis civils qui étaient affiliés au CNR. 6 mois avant le 15 octobre, en tout cas au sein de l'UCB, nous avons eu à trancher. Nous avons dit nous soutenons Sankara pour qu'il reste chef de l'État et président du CNR. Nous lui demandons de lever le pied au sein de l'UCB. Parce qu'au sein de l'UCB, on estimait que beaucoup de choses se passaient et que, en tout cas, pour appeler un chat, notre dernier conférence des cadres accusait Sankara de ne pas être loyal avec l'UCB au profit de l'ECR, de Blaise Somé, son ami. Mais tout ça, c'est les bagarres qui ont commencé entre les 4. Les bagarres ont commencé entre Sankara, Blaise et Lengani Henri. Il y avait déjà des problèmes. Et vous savez qu'aucun militaire ne s'est fait un coup d'État civil. C'est pour ça que je dis que c'est les civils qui ont mené tous ces problèmes-là. Ce qui est malheureux, c'est qu'on était honnête avec Sankara, qui l'ont défendu. C'est Valère, c'est Poinatre, c'est Fimé Diallo. Et quand par un côté communiste ont organisé, c'est un fidèle qui... Voilà. Tout le reste, demande donc d'être soutenu Blaise la nuit. Tout le monde préférait, tout le monde estimait qu'il avait tort. Donc quand il prend la direction des Valais Sommet là, les 7 là, à part Pouda, et Valais, naturellement, fait des décomptes. C'est-à-dire Moïse Tawari, Kader Sissé, Zouba, tout soutenait Blaise. Il faut que les gens ont le courage d'être ce qu'ils étaient hier. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est Blaise seul que abandonné comme l'assassin de Sankara. Mais si les civils ne sont pas co-assassins, je ne sais pas comment ils ont co-encouragement. Mahamadi Kwanda espère qu'après le procès, la famille Sankara va pardonner afin de permettre une réconciliation nationale. C'est possible, j'espère que c'est possible. J'espère que c'est possible parce que moi je parle en tant que camarade de Thomas Sankara, de Blaise Compaoré, camarade de la Révolution. Mais Madame Sankara parle à double titre, camarade de la Révolution, mais camarade de son mari d'abord. Mais je sais que des gens comme Poussibila Sankara étaient venus me voir ici, parce qu'il y a un lien de famille. Et en tout cas, il m'a dit qu'ils étaient prêts à travailler à ce pardon-là. Pour l'intérêt de Burkina Faso, ils se concertent pour voir comment on peut accepter le pardon. Je souhaite devant Dieu, devant Allah Tout-Puissant, que chacun de nous mette de l'eau dans son vin, pour ceux qui ont le vin, et nous qui avons les oncomes, qu'on ajoute l'eau dans un côme pour se pardonner. De nombreux acteurs de la révolution, qui ne sont ni accusés ni témoins, suivent aussi avec attention le procès qui se déroule à la salle de banquet de Ouaga 2000. Et l'on en vient à cette autre actualité. Ce soir, les familles des martyrs et les blessés de l'insurrection populaire risquent de se fâcher si rien n'est fait pour soulager leur peine. À quelques jours du 7e anniversaire de ces événements des 30 et 31 octobre 2014, ils ont animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Il en ressort que 50 blessés ont urgemment besoin de soins et 200 ont besoin de suivi. Les blessés demandent au président du Faso de prendre ses responsabilités et de respecter les engagements les concernant. Le point de la conférence de presse, c'est avec Fatih Sankara. 7 ans après l'insurrection populaire qui a emporté le régime Compaoré, c'est toujours le désarroi chez les familles des personnes décédées et les blessés. La déception est profonde. Des blessés, des veuves et des orphelins sont rangés dans les oubliettes. L'État piétine lui-même des textes qu'il a fait voter et l'autorité du chef de l'État est remise en cause par ses ministres. Les ministères de l'action sociale, ce n'est pas un bon ministère.
Il y a beaucoup de ministères même que le président doit... Il n'a qu'à ouvrir l'œil. Parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé au temps de Blaise, là, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est une vérité. Nous savons bien que le pays fonctionne mal. Comment voulez-vous qu'un président du FASO va prendre la décision, donner à son ministre, on a formé une commission, regardez, videz tous les dossiers au niveau de l'action sociale, faites les carnets de santé pour les enfants, faites les carnets de santé pour les veuves, faites les carnets de santé pour les blessés. Tout ça là, ça a été, on faisait partie de la commission que nous avons commencé le travail. Après, nous avons validé. Madame la ministre de l'Action sociale a pris classé dans le loi, et puis c'est tout. Alors, ce sont les recommandations du président du FASO. Pourquoi on l'a laissé? On devrait la licencier. Parce qu'il n'y a pas deux présidents. C'est les enfants qui sont tombés pour qu'eux tous ils puissent venir maintenant commencer à nous voler. Et là, non, on dit non. Et non, c'est non. Comment voulez-vous qu'un président du FASO va dire, voilà, faites ça pour les enfants, faites ça pour les... Et puis vous prenez, vous bloquez 7 ans. Alors qu'en attendant, voilà aujourd'hui beaucoup d'enfants ne partent plus à l'école. D'autres sont en train de mourir. Nous voulons que la décision soit prise maintenant et tout de suite. Sinon, on va se fâcher. Pour éviter que les familles des victimes et les blessés se fâchent, il faut régler ces urgences. En réalité, il y a la justice qui use. Mais vous avez aussi les blessés qui sont là, il y a plus de 600. Si vous prenez les sélections populaires et puis le coup d'État manqué, il va à peu près 600 et quelques. Mais est-ce qu'on doit attendre quand quelqu'un va mourir qu'on va aller le déterrer pour venir maintenant le soigner? Donc ça urge. Les enfants qui sont là, ils ont besoin de soutien. Ça urge. Ceux qui ne partent plus à l'école, qui devraient aller à l'université aujourd'hui, qui sont là dans la rue, qui sont là en train de traîner, ça urge. Les indemnisations. Tout ce que nous avons demandé, aider les familles des martyrs. On ne demande pas plus. Ceux-là qui portent toujours les stigmates de l'insurrection populaire se demandent s'il est nécessaire de commémorer officiellement les martyrs sans répondre à leurs préoccupations. On peut commémorer d'une autre manière. Les orphelins sont là, ils ne partent pas à l'école. Les veuves sont là, ils souffrent. Et nous, on dit non, on commémore. C'est comme on commémore. Allez-y déposer les armes et fleurs là et puis dire bon, une minute et c'est fini. Ça, ce n'est pas la commémoration. Pendant que les orphelins souffrent, ils ne peuvent même pas aller à l'école. Pendant que les veuves sont là, ils sont obligés de se débrouiller, peut-être pour pouvoir se nourrir. C'est honte quand même pour le Burkina, pour le peuple burkinabé. Le président Roch devrait au moins avoir l'obligation, ne serait-ce qu'un devoir moral, de résoudre ce problème avant son départ. Pour l'heure, 50 blessés ont impérativement besoin de soins et plus de 200 doivent être suivis. Voilà, les familles des victimes et les blessés de l'insurrection populaire de 2014 ne veulent pas de maître Gilbert Noël Ouedraogo à la haute cour de justice. La juridiction qui a en charge un dossier judiciaire les concernant, les blessés de l'insurrection populaire les considèrent comme juges et parties et aussi comme l'un des acteurs qui ont contribué à mettre le feu au Burkina Faso. Écoutons à ces sujets Victor Pouaoulabou, président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire, propos recueillis toujours par Fatih Sankara. Nous voyons vraiment avec un mauvais œil de voir lui là qui va maintenant venir pour faire partie des juges, pour juger les gens. Non, nous, les familles de victimes, on n'est pas contents. Même à son temps, ils avaient leur association, c'est quoi, organisation qu'on appelle CODER. Ils ont cherché à nous rencontrer. Nous, on a dit, on ne peut pas rencontrer ceux qui ont tué nos enfants. Ce n'est pas possible. Parce que si Gilbert, à son temps, avait refusé de donner ses députés à Blaise, peut-être qu'il n'allait pas avoir le courage même d'aller jusqu'à ce que tout le peuple burkinabé, une partie sont sortis dit non, il y a une partie qui n'est plus retournée à la maison. Et Gilbert fait partie. Et nous, on n'est pas d'accord, nous ne sommes pas des juges, mais nous savons bien que c'est mal vu. S'il peut se retirer, qu'il se retire dès maintenant. Sinon, je pense qu'il n'y aura pas de justice. Si la justice doit fonctionner comme ça, je pense que le Burkina Faso, la justice n'est pas indépendante. Si elle est indépendante, elle doit savoir pourquoi il y a eu l'insurrection populaire. L'insurrection populaire est venue par rapport à la dictature que nous avons tous reçue ici par Blaise Compaoré. C'est comme si Blaise revenait pour juger les gens ici. C'est exactement la même chose. C'est comme si François Compaoré est revenu pour juger les gens au Burkina Faso. Donc, je pense que Gilbert n'a pas sa place là-bas. Il peut être avocat pour défendre des gens. Mais fait partie de la haute cour de justice, nous, les familles de victimes, on est indignés.
Suite de Savane Soir, situation sécuritaire et présence des forces étrangères au Sahel, une coalition d'organisations de la société civile prépare une marche de protestation le 30 octobre à Bobo-Dioulasso. Il s'agit de la coalition des patriotes africains, section du Burkina Faso en abrégé COPABF. Kémy Séba, le président de l'ONG Urgence panafricaniste, est arrivé aujourd'hui au Burkina Faso pour soutenir cette manifestation. Il a animé une conférence de presse dès son arrivée cet après-midi à la Bourse de travail de Ouagadougou. Propos de Kémy Séba recueillis pour nous par Abdoulaye Kinda. Des patriotes du Burkina Faso a décidé d'organiser une mobilisation, cette mobilisation à Bobo-Dioulasso. Elle part du principe que souvent, et c'est la politique coloniale, en Afrique, notamment francophone, tout est centralisé. Et la population, qui pourtant peut être massive en dehors des capitales, est souvent mise de côté. Et donc ils ont fait un choix qui ne m'appartient pas, qui est extrêmement courageux, de dire que cette fois-ci on va éviter de faire quelque chose comme on le fait tout le temps, parce que c'est la facilité, tout le monde peut le faire à Ouagadougou, mais qu'on va essayer de faire quelque chose du côté de Bobo-Dioulasso. On attend, d'après les dires, d'après ce que j'ai cru entendre, un certain nombre de gens, et apparemment des autorités, elles-mêmes sous pression d'autres autorités exogènes, étrangères, seraient très frileuses à l'idée de voir une grosse mobilisation se faire. Nous rappelons une chose, le Mali, qui est dans une situation bien plus difficile que le Burkina Faso sur le terrain militaire, sur le terrain des attentats, sur le terrain des tentatives de déstabilisation, a pris une dynamique aujourd'hui, et nous félicitons profondément Assimi Goïta, visant à laisser la société civile s'exprimer, parce que la société civile est le poumon de nos sociétés africaines. C'est important de le dire. Et moi je reste convaincu que le président Roch-Marc Kaboré est quelqu'un qui aime la souveraineté. Mais je reste aussi convaincu qu'il est entouré de gens au sein du gouvernement qui aiment moins cette souveraineté et qui aiment beaucoup plus l'oligarchie française. Et je pense que tant qu'il y aura ces scansions à l'intérieur de l'entourage du président, tant qu'il y aura la capacité des autorités françaises de pouvoir faire pression sur l'entourage du président, alors que le président lui-même est, à mon sens, quelqu'un qui aime profondément l'Afrique, on se retrouvera dans une situation qui pourra être compliquée, mais nous serons là en tout cas samedi matin. Et nous ferons pacifiquement, comme toujours, nos mobilisations. Partout où nous allons, nous réunissons un certain nombre de gens. Et nous continuerons sur ce terrain-là samedi prochain, ce samedi matin. Et je pense qu'il faut être capable de discuter avec toute nation qui veut un avancement pragmatique et concret vis-à-vis de la situation des populations aux quatre coins du monde contre le terrorisme. Mais j'insiste et je répète, et je demande à ce que la presse le répète, parce que souvent c'est certains propos qui sont sortis de leur contexte, le seul messie de l'Afrique, ça ne sera jamais Poutine, ça ne sera jamais le président chinois, ça ne sera jamais le président d'Iran ou autre, ça sera les Africains eux-mêmes. Retour sur le Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a adopté un projet de loi portant modification du code électoral. Cela permettra de prendre en compte certains points consensuels du dialogue politique de septembre dernier. Écoutons les explications du ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Clément Sawadogo. Il s'agit de concrétiser la volonté commune des acteurs politiques, de la classe politique, à travers le dialogue politique qui s'est récemment tenu, de concrétiser donc les points de consensus qui ont été adoptés pour que ces points soient matérialisés par des dispositions du code électoral. Et l'essentiel attrait aux prochaines élections municipales et régionales programmées en mai 2022. Naturellement, il y avait beaucoup de questions en discussion, mais vous avez suivi aussi en son temps qu'en ce qui concerne le suffrage, l'introduction du suffrage universel direct pour le vote des maires et des présidents des conseils régionaux. Ce point sera différé et mis en œuvre lors des élections qui suivront dans 5 ou 6 ans. Donc pour cette fois-ci, ce processus ne sera pas mis en œuvre. Mais il y a un certain nombre de questions qui se sont invitées, notamment les communes affectées par l'insécurité, pour lesquelles il fallait
qu'on trouve des dispositions pour régler des cas où il y aura des difficultés pour organiser les élections dans les dites communes. Et il sera demandé à la CENI donc de faire un état des lieux de la situation, de porter cet état des lieux-là au Premier ministre. Le Premier ministre va saisir le Conseil d'État pour qu'il constate les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles qui rendent impossible la tenue des élections. Et après le délibéré du Conseil d'État, la liste sera portée à la connaissance de tous les acteurs politiques et de tous les observateurs aussi, au plus tard 90 jours avant le jour du scrutin. Le 17e colloque international de l'Association ouest-africaine d'archéologie se tiendra du 3 au 6 novembre prochain à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Les archéologues du Burkina qui accueillent ce colloque pour la 3e fois étaient face à la presse pour décliner les grands axes. Daouda Yamogo nous en dit davantage. Archéologie ouest-africaine, facteur de cohésion sociale face aux défis sécuritaires, tel est le thème du 17e colloque des archéologues de l'Afrique de l'Ouest. Initié par l'Association ouest-africaine d'archéologie AOA, ce colloque scientifique va réunir plus de 150 experts pour des communications, des expositions d'objets archéologiques et une excursion sur le site de granit de Lango. Selon le président du comité d'organisation, Dr Lassina Koté, le thème est d'actualité. Les archéologues aimeraient discuter sur l'archéologie en temps de crise. En d'autres termes, nous savons que la vie humaine, depuis les origines de l'humanité, est sillonnée de conflits, de paix, etc. Chacune de ces actions a une répercussion sur la conservation des vestiges auxquels les archéologues seront confrontés. Et quand nous regardons l'actualité actuelle, surtout au Burkina et dans la sous-région, l'insécurité peut justifier le fait que nous voulons travailler sur cette thématique de l'archéologie en période de crise. Parce qu'avec tous les déplacés qu'il y a, toutes les explosions qu'il y a, nous ne savons pas exactement quel est l'impact de ces situations sur la préservation des vestiges. D'une façon plus générale, il peut même arriver que certains vestiges soient détruits par l'action de ce terrorisme-là ou de cette phase d'insécurité. Donc en y réfléchissant, ça nous donne les moyens de trouver éventuellement des dispositions, des stratégies pour préserver le plus possible, pour sauvegarder ce qui peut l'être. C'est ce qui justifie cette thématique de l'archéologie en période de crise. L'Association ouest-africaine d'archéologie est créée depuis 1976. Elle vise entre autres à consolider les liens entre les archéologues et promouvoir les études en archéologie en Afrique de l'Ouest. Pose de la première pierre de la cité Baobab hier à Koubri, c'est à 25 km de Ouagadougou. C'est un projet de la société CGE Immobilier. Il s'agit d'une extension de la ville nouvelle de Niénéga. Pakisba Mariam Ouedraogo nous en dit plus. Entre la société CGE Immobilier et le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, c'est un partenariat qui vaut 3000 logements. Les deux partenaires ont signé une convention en mars 2020. Elle a déjà abouti à la construction de 150 logements mis au compte du Programme national de construction de logements PNCL. Aujourd'hui à Koubri, CGE Immobilier passe à une autre étape à travers la pose de la première pierre de construction de 500 nouveaux logements. Nous allons construire ici tous les standings de logement allant du social au moyen standing économique, etc., y compris des logements en HLM. Donc de cette campagne de lancement de 500 logements, c'est 500 logements socio-économiques que nous allons bâtir après avoir livré 150 logements. Les 150 logements de la cité Baobab de Koubri, comme les 500 autres, objets de la présente cérémonie, sont marqués du sceau de la qualité selon CGE Immobilier, conformément aux exigences du Programme national